Bonjour et bienvenue sur la chaîne Expansion du réel. Dans cette vidéo, nous allons découvrir une méthode de libération des peurs et des blocages qui s'appelle le Festen. Et c'est André Charbonnier qui lui-même, après avoir traversé de lourdes épreuves, a élaboré cette méthode. Alors André, qui est avec nous, pouvez-vous d'abord nous décrire votre parcours et ce qui vous a amené à créer cette thérapie assez particulière? Je l'ai créé tout d'abord pour moi, parce que j'étais moi-même prisonnier de peurs dont je n'avais pas conscience. C'est-à-dire qu'au départ, je ne savais même pas que j'étais malheureux. Je n'ai réalisé que j'étais malheureux que vers l'âge de 20 ans. Et c'est véritablement lorsque j'ai eu des enfants que j'ai commencé à être vraiment très très mal. J'avais des angoisses, et de plus en plus d'angoisses, très fortes, et qui ont vraiment envahi ma vie. Du matin jusqu'au soir, j'étais angoissé complètement. Et le plus terrible peut-être là-dedans, c'est que je n'avais absolument aucune raison d'aller mal. C'est-à-dire que dans ma vie, officiellement, on va dire, apparemment, tout allait bien. Et c'est parce que j'en pouvais plus que j'ai décidé au départ de faire une psychanalyse. Et au bout de 7 ans de psychanalyse, j'ai enfin mis en évidence ce qui me rendait malheureux, qui était quelque chose au niveau inconscient, que j'avais réussi à faire ressortir. Et c'était une chose très simple, c'est que mon père n'était pas mon géniteur. C'est comme ça que ça a commencé. Et j'ai essayé de résoudre ce problème avec mon père, et comme mon père m'a fichu à la porte, ne voulait absolument pas entendre parler de ça, j'étais complètement bloqué, et à ce moment-là sortait un film qui s'appelle Festen. Film danois. Un film danois de Paul Winterberg, qui est un film qui est une vraie claque d'abord, et qui au niveau symbolique est une révélation. C'est magnifique ce qu'il a fait. Et moi, ça a été une révélation pour moi. Et j'ai compris que personne ne pouvait me libérer, mais que moi, je pouvais me libérer moi-même. Et j'ai créé, en partie avec de l'intuition, en partie avec mes connaissances, en partie grâce à mon psy qui m'a aidé à ça aussi, j'ai créé de façon un peu empirique quelque chose que j'ai mis en œuvre un soir dans un repas de famille, devant toute ma famille, devant une 50aine de personnes. J'ai fait mon Festen. Et moi, on m'aurait dit que à l'issue de ça, j'aurais plus d'angoisse. Je signais des deux mains, j'étais parfait avec ça. Mais le lendemain, non seulement j'avais plus d'angoisse, mais à l'intérieur de moi, il y avait un calme, une paix. C'était génial. Et alors, qu'est-ce que vous avez compris justement des blocages que vous aviez dans la vie? En quoi finalement ils étaient en lien avec votre vie, votre enfance et là d'où vous veniez, vos origines? Ce que j'ai compris, c'est que à cause de ce secret, j'avais peur d'être éjecté de ma famille. En fait, sur le divan, j'avais retrouvé cette phrase j'avais peur d'entendre « Toi, si tu n'es pas content, retourne d'où tu viens ». C'était purement inconscient. Et donc, je m'interdisais d'être quelqu'un. Et toute ma vie, je n'ai été personne. Je mendiais la reconnaissance, mais dès que j'en obtenais, je devais repousser les gens. Et j'ignorais pourquoi. Je me voyais faire. Il y a des gens qui me reconnaissaient, qui commençaient à m'aimer. Et immédiatement, il fallait que je me fasse rejeter par eux. Alors que j'avais fait des pieds et des mains pour venir me faire reconnaître. Je ne comprenais rien du tout à ce qui m'animait. Donc c'est que bien plus tard que j'ai compris ça, ce fonctionnement. Au départ, il y a eu cette libération de façon empirique, et puis qui a coïncidé au moment où je me formais aussi. Je travaillais déjà comme formateur, je dirigeais un centre de formation, et je me suis formé au coaching aussi. Et c'est en travaillant tout cela, toutes ces dimensions-là, de psychanalyse, de thérapie brève, de PNL, de choses comme ça, que j'ai compris réellement ce qui s'était passé en moi. En fait, il a fallu que je théorise ce que j'avais fait de façon empirique. Et alors, du coup, vous expliquez dans votre livre Festen que tout part de l'enfance et du comportement du bébé par rapport à sa mère et à son père. Sa mère qui va être affichée comme l'amour, entre guillemets, et son père comme la sécurité. C'est ça. Et de là partent plusieurs postulats. Est-ce que vous pouvez nous expliquer et développer un peu? Oui. Nous avons, quand nous naissons, absolument besoin d'amour et de sécurité. Et tout repose sur le absolument.
C'est-à-dire qu'un petit enfant, un bébé, a autant besoin d'amour et de sécurité qu'il a besoin d'air pour respirer. C'est aussi vital que cela. Ça veut dire que s'il manque de l'un ou de l'autre, des deux, a fortiori, lui, il est en danger de mort. Il a donc, dès qu'il va manquer d'amour, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, il va manquer d'amour ou de sécurité, vu que les parents, ils ne sont pas infaillibles. Donc, au moment où ça va arriver, il est devant un paradoxe, parce qu'il est en train de mourir, et en même temps, il ne peut absolument pas réagir. Il ne peut ni fuir ni attaquer comme les animaux. Donc il va trouver une astuce, son mental va trouver une astuce très simple, il va s'accuser de ce qu'il subit. Si ma mère ne m'aime pas, c'est de ma faute, c'est que je suis indigne d'amour. Si mon père ne me protège pas, c'est de ma faute, c'est que je mérite de vivre en insécurité. Donc pour moi, ça a donné, sur ce mensonge-là, il y en avait d'autres bien sûr, mais sur celui que j'ai identifié au départ, c'est mon père ne me reconnaît pas, ça veut dire que je ne suis personne. Ça ne peut pas être lui, il faut que ça soit moi. Et donc, je me retrouve bloqué avec juste un mensonge que j'ai créé. Est-ce que vous avez d'autres exemples que vous avez retrouvés chez beaucoup de vos patients de postulats comme ça que les gens se sont faits inconsciemment? Oui. Il y a l'amour, ça directement, je ne mérite pas d'être aimé, je mérite d'être maltraité, je mérite d'être dévalorisé, je mérite d'être abandonné, je n'ai pas le droit à la parole. C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir un dysfonctionnement, on va créer un mensonge en regard de ce dysfonctionnement. Il y a aussi toutes les peurs qu'on va reprendre à notre compte. Si ma mère a peur de l'extérieur, ne sort pas, c'est dangereux, eh bien, je ne peux pas me dire, maman manque d'amour, là, elle n'est pas dans la vie. Ça m'est impossible de me dire ça. Donc la seule chose que je puis me dire, c'est, maman a raison, c'est dangereux dehors. Et hop, je me fabrique moi-même une peur. Donc on peut intérioriser des choses qui étaient à la base toutes simples, comme ne sors pas dehors, c'est dangereux, et on va faire que toute la vie est dangereuse et que du coup on va plus se lancer dans la vie, ça peut être des choses comme ça. Oui, tout à fait. On va retrouver des comportements très péremptoires et on ignore d'où ils viennent. Typiquement, la personne qui est incapable de parler en public, elle ne sait pas d'où ça vient. Elle n'arrive pas à comprendre qu'elle s'est accusée, qu'elle ne doit pas être reconnue. Or, si elle parle en public, elle va être reconnue. Donc, non, il ne faut pas. Et du coup, au moment de venir devant le public, elle est bloquée, totalement bloquée, elle ignore pourquoi. Et dans ce cas-là, par exemple, ça peut venir de quoi? Alors, ça peut venir d'une parole des parents. T'es nul, tu n'arriveras jamais à rien, t'es moche, te montre pas, voilà, des choses comme ça. Alors du coup, la méthode que vous avez élaborée, entre guillemets, de manière tout à fait empirique, qui s'appelle Festen, comment ça fonctionne? L'idée repose sur le fait que quand on se construit un mensonge, déjà, comme je viens de l'expliquer, il faut le rendre vrai. Une fois que j'ai dit je mérite d'être abandonné, par exemple, et bien après, il faut que je me fasse abandonner. Pour valider sa croyance. Enfin, exactement. Et pour croire à mon mensonge, je vais devoir m'emparer de l'énergie du parent en question. C'est comme si je prenais un morceau du parent. Si ma mère ne m'aimait pas, je vais prendre le morceau de ma mère qui ne m'aimait pas. Énergétiquement, bien sûr. Et c'est difficile à le décrire parce qu'on est au niveau de l'énergie, mais on peut se le représenter vraiment comme un morceau physique qu'on met à l'intérieur de nous. Et tant qu'on garde ce morceau à l'intérieur de nous, il est impossible de se libérer, selon moi. Il faut d'une façon ou d'une autre rendre ce morceau. Alors, il y a déjà des gens qui ont travaillé là-dessus, comme Jodorowsky ou Jacques Salomé, sur les actes symboliques ou les actes psychomagiques. Simplement, c'est qu'il y a aussi d'autres dimensions. Il y a la dimension donc symbolique, la dimension du morceau à rendre, et il y a aussi une dimension énergétique. C'est-à-dire que lorsqu'on crée un mensonge, on le crée dans un dégagement de peur très intense. Quand mon père me frappe,
au moment où je suis en train de créer, je mérite d'être maltraité, c'est dans un dégagement de peur énorme. Donc il y a une intensité énergétique très élevée. Il va falloir que je retrouve cette intensité énergétique. Sinon, ça ne marchera pas. C'est un peu comme un métal qu'on a fondu pour lui donner une forme. Si je veux enlever la forme, il faut que je réatteigne cette température. C'est pour ça que la compréhension juste au niveau du mental, ça ne peut pas fonctionner, parce qu'on n'est pas à ce niveau. C'est ça ne suffit pas. Ou de la même façon, il peut arriver que j'arrive à cette température. On connaît par exemple, il y a des gens qui me disent « Mais moi je l'ai fait mon festen, dans un repas, j'ai dit mes 4 vérités à mes parents. » Oui, tu as dit tes 4 vérités, tu as effectivement fait monter la température énergétique, mais tu n'as pas rendu les morceaux. Et du coup, ça s'est redéposé en toi. Ils sont toujours là et tu es dans le même état. Et alors, justement, si cette personne dit ses 4 vérités à ses parents devant plein de gens, qu'est-ce qui va faire que énergétiquement elle arrive au même niveau? Alors, dans le travail que j'ai élaboré, il y a une montée énergétique qui se fait parce que ça va se faire dans une cérémonie qui est très élaborée, très cadrée au niveau symbolique et qui va mobiliser des forces d'amour. En fait, l'énergie, elle est neutre. Plus ou moins, c'est nous qui le déterminons. Et plus, c'est de l'amour, moins, c'est de la peur. Les mensonges qu'on a créés, c'est dans la peur. La cérémonie va se dérouler dans l'amour. C'est-à-dire qu'on va atteindre le même niveau énergétique, mais dans l'amour. La cérémonie du festen est un gigantesque moment d'amour. Les gens qui font leur festen atteignent des sommets d'amour. Et la cérémonie est construite dans ce but-là. Alors, toute la thérapie festen, est-ce que vous pouvez nous dire étape par étape comment ça fonctionne? Donc on peut contacter un accompagnant déjà, parce que vous ne le faites plus vous-même, mais il y a des gens qui sont formés. Donc j'imagine qu'au début il faut déceler déjà quels sont les problèmes. Oui. Les accompagnants, on les contacte sur le site. Pour l'instant, c'est andrécharbonnier.com. On est en train de travailler sur le nouveau site là, qui va sortir dans les jours qui viennent, festeninstitute.com. Et on prend un rendez-vous pour faire une analyse de la situation. Ce rendez-vous va durer 2 heures. Et en 2 heures, l'accompagnant va faire l'analyse de la situation. Et en 2 heures, l'accompagnant est capable de dire quel est le problème, d'où il vient et comment le résoudre. Quand je dis le problème, c'est les problèmes principaux. C'est-à-dire les différences qu'on appelle des syndromes. Le syndrome de mauvais traitement, syndrome d'abandon, syndrome d'humiliation, etc., etc. En 2 heures, la personne, quand elle repart de l'entretien d'analyse, elle sait exactement de quoi il s'agit. Elle sait ce qu'elle va travailler, elle sait ce dont elle va se libérer. Et ensuite, elle choisit ou non de faire le travail. Si elle s'engage dans ce travail, il y aura 6 séances de 2 heures, là encore, pendant lesquelles elle va construire sa cérémonie. Et c'est pendant ces 6 séances de 2 heures qu'elle va passer d'une compréhension intellectuelle à une compréhension viscérale. Comment ça se fait ça? Eh bien, au cours du travail, sur chaque chapitre travaillé, la personne va reconnecter ses émotions. On va travailler énormément avec les émotions, parce que les émotions sont des messages. Chaque émotion nous envoie un message. Et l'accompagnant va aider la personne à décoder les messages ces messages ont été envoyés au moment où la personne construisait ses peurs. Ces émotions sont vraiment très intéressantes puisqu'elles nous mettent en connexion avec ce que nous avons ressenti au moment de la création des mensonges. C'est en prise directe. Et c'est génial parce que ça nous évite d'avoir à passer par le mental. C'est ce qui va faire, c'est une des différences avec la psychanalyse par exemple, c'est qu'on n'est pas obligé de se frayer un chemin à travers le mental. On va direct, grâce à l'émotion, au cœur du problème. Et elle prend de plus en plus conscience de la profondeur de sa souffrance au fur et à mesure qu'elle rédige ses chapitres. En 6 séances, elle va rédiger environ une quinzaine de chapitres. C'est-à-dire qu'on a environ une quinzaine de peurs centrales. On est à peu près tous sur le même pied. C'est un peu moins, un peu plus, mais voilà. Et là, à ce moment-là, la personne est prête pour accomplir sa cérémonie. Et elle va faire sa cérémonie en public. Il est très important que ce soit un public parce que l'inconscient collectif et le mental a créé des défenses par rapport à ça, ce qui fait que nous ne supportons pas
la mise au jour de nos souffrances, de nos hontes, de nos problèmes. Et il y a une phrase traditionnelle d'ailleurs, c'est « tant que ça reste entre nous ». Tant que ça reste entre nous, ça va. Ça, il faut que ça soit impossible. Donc pour cette raison, il y aura 3 témoins minimum. On peut le faire comme moi devant 50 personnes. Ouais, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Tant mieux. 3 témoins, et les 2 sexes étant représentés pour l'équilibre énergétique. Et 3, c'est le chiffre symbolique à partir duquel on a un public. Et là, ça va être mis au jour. Et c'est quelque chose qui est vraiment fondamental, fondateur dans le festen, c'est cet aspect public. C'est-à-dire que quand on a fait son festen, comme moi je le dis, voilà, mon père n'est pas mon père, on s'aperçoit que c'est très simple à dire. Alors que tant qu'on n'a pas fait de travail, on a tendance à vouloir le cacher. Faire son festen, c'est reconnaître que on est tous à la même enseigne. On a tous nos souffrances, on a tous notre jardin secret qui en fait est en train de nous ronger de l'intérieur. Reconnaître ça, c'est être capable de dire « oui, j'ai été violé ». Et voilà. « Oui, mon père a fait de l'inceste sur moi. Oui, j'ai été maltraité, oui, etc. » Et, en fait, rien et rien. Mais tant qu'on ne l'a pas fait, on est dans une peur extrême de le faire. Une fois que c'est fait, il y a un soulagement incroyable. Et dans cette cérémonie, dans le point le plus élevé, l'acmé de la cérémonie, on va restituer symboliquement les morceaux aux parents. Qui ne sont pas forcément là. Qui vont être représentés de façon symbolique. Ou non, ils peuvent être là en direct, mais on peut les représenter de façon symbolique, notamment s'il y a un des parents qui est décédé, on va le représenter avec une bougie allumée. Et possiblement une photo aussi. Et donc là, symboliquement, c'est au niveau symbolique, il est vraiment important de comprendre que tout ça se situe sur un niveau qui n'a rien à voir avec la réalité, c'est que de la symbolique. Au moment où on rend ces morceaux aux parents, on se libère. Et alors, c'est très intéressant, pourquoi justement la loi symbolique, de le faire de manière symbolique même si les parents ne sont pas là, pourquoi ça fonctionne aussi? Parce que tout dans notre société s'inscrit au niveau symbolique. En fait, la réalité ne compte absolument pour rien. Quand j'étais éducateur, je me suis beaucoup occupé d'adolescents en grande difficulté. Et il arrive que l'ado il profite de la présence de l'éducateur pour faire une grande scène à ses parents. Oui, vous n'êtes jamais occupé de moi. Puis les parents qui regardent, ils disent, mais qu'est-ce que tu racontes, quoi? T'as toujours tout eu. T'as toujours ta chambre, t'as toujours eu à manger, t'as toujours eu des beaux habits, on t'a toujours donné des cadeaux, on t'a inscrit au foot, à l'équitation, t'as tout eu. Et l'enfant, il sait pas quoi dire. Mais en fait, c'est parce qu'il parle pas de la même chose. Les parents sont en train de dire, t'as tout eu au niveau réel. Alors que l'enfant, lui, est en train de dire, je n'ai rien eu au niveau symbolique. C'est-à-dire que je n'ai pas reçu de symbole d'amour et de sécurité. C'était vide. Et ça nous montre bien que dans la réalité, ça ne sert à rien. Et c'est bien pour ça, on le voit bien d'ailleurs, les gens qui ont une situation matérielle tout à fait convenable vont mal comme tout grand mal. On le voit bien, l'exemple le plus terrible peut-être, en tout cas un des plus impressionnants je trouve, c'est l'exemple des stars, les grandes stars. Il y en a quand même beaucoup qui vont mal, et elles ont tout au niveau réel. Et quand vous disiez qu'on peut transformer ce schéma engrammé en réatteignant ce niveau énergétique dans la thérapie du festen, à quel moment ça se fait? Est-ce que ça se fait en amont de la cérémonie pendant les 6 premières séances? Ou est-ce que ça se fait... À quel moment, en fait, la magie s'opère, on va dire? Le jour de la cérémonie. D'accord. Il y a une magie qui commence à opérer avant. On dit souvent qu'on commence à se libérer avant la libération. Parce que la prise de conscience fait déjà... À l'entretien zéro, l'entretien zéro, c'est l'entretien d'analyse. Les gens commencent à prendre conscience et déjà, ça va être différent en eux. Parce que au moment où on leur explique la symbolique, au moment où on leur explique qu'ils se sont accusés, ils commencent à revisiter toute leur vie. Et ils commencent à voir tous les mensonges. Et ça se réorganise.
Et rien que ça permet déjà de changer. Ah oui, c'était pas de ma faute. C'était pas de ma faute. Et au fur et à mesure des entretiens, la personne va aller de plus en plus profondément dans cette prise de conscience. Et va prendre conscience aussi du poids des choses, de ces mensonges, du poids de ces peurs qui sont beaucoup plus fortes que ce que l'on croit. Et donc, il y a pendant les 6 premiers entretiens, il y a vraiment cette conscience qui monte et en même temps la conscience de la souffrance. C'est pour ça que l'accompagnant est toujours présent. Contrairement aussi à des thérapies classiques, une personne qui fait son festen, elle peut appeler son accompagnant 24/24. Il est toujours là. Si jamais il y a justement une montée d'angoisse ou n'importe quand la personne est là. Et après on arrive à la libération, et là, à la libération, il y a la magie qui opère. Là, la personne, elle est libre. Et alors, vous expliquez qu'il y a 12 séances. Oui. Donc on a 6 séances jusqu'à la cérémonie Oui. la cérémonie. Et qu'est-ce qu'on fait des 6 séances après? Alors, imaginez que vous aviez peur de l'eau. Vous faites votre festen, vous n'avez plus peur de l'eau. C'est pas pour autant que vous savez nager. En fait, le festen, c'est quelque chose qui ouvre la porte d'une cage. Il m'était interdit de, où j'étais obligé de. J'étais obligé de me dévaloriser. Ok, très bien, je ne suis plus obligé de me dévaloriser. Mais comment je fais pour me valoriser? Ben, je l'ignore parce que je ne l'ai jamais fait. Je ne pouvais pas parler en public. Maintenant, je peux. Oui, mais comment on fait pour parler en public? Donc, tout ça, il faut apprendre. Il faut, en quelque sorte, se reprogrammer. On pourrait dire que les 6 premières séances sont là pour se déprogrammer et les 6 autres séances pour se reprogrammer. Et comment vous situeriez votre thérapie, le festen, par rapport à une psychothérapie classique, on va dire, ou même une psychanalyse? Quels sont, selon vous, pour vous, les points vraiment différents? Alors, j'en ai cité un tout à l'heure, mais je crois que le plus fondamental, c'est le fait que dans une psychanalyse, une psychothérapie, on doit accéder soi-même à ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Je suis intimement convaincu que mon psychanalyste avait compris mon affaire depuis un petit moment. J'ai fait 7 ans d'analyse à 3 séances par semaine. Il avait senti le truc depuis un moment. Eh bien, il ne m'a rien dit. C'est la règle de base. Alors que dans le festen, c'est exactement l'inverse. C'est en une séance, on va te le dire. Voilà. En une séance, vous allez apprendre que vous avez été victime d'inceste. Et ça, évidemment, ça fait gagner un temps énorme. Ça, c'est possible justement parce que, d'abord, ça va être dédramatisé, ça va être expliqué, il y a un sens qui est donné, et d'autre part, parce qu'il y a la présence de l'accompagnant, très proche, toujours. Alors ça, c'est des différences fondamentales. Et pourquoi en psychothérapie, on laisse la personne découvrir elle-même? Je veux dire, ça fait partie du processus thérapeutique? Oui, ça repose sur une peur. On construit des mensonges, et chaque mensonge que l'on construit est construit sur un manque d'amour ou un manque de sécurité. À chaque fois qu'il y a manque d'amour ou de sécurité, il y a un choc, les psys appellent un choc traumatique, on subit un traumatisme, et ce traumatisme, il est donc en creux, il me manque quelque chose. Au niveau symbolique, au niveau réel évidemment, mais sur le plan symbolique, je vais avoir à cet endroit-là un trou. Là, j'aurais dû avoir quelque chose, j'ai rien, il y a un trou. À chaque fois qu'il y a un traumatisme, à chaque fois qu'il y a un mensonge, le trou s'agrandit. On pourrait dire les trous s'ajoutent les uns aux autres, jusqu'à former comme un gouffre, un gigantesque puits, qui est la somme de tous nos mensonges. On a vu tout à l'heure qu'il était difficile de regarder un mensonge en face, de se l'avouer. Vous imaginez la somme de tous les mensonges, c'est impossible de se les représenter. On le voit avec les phobies par exemple. Je parlais récemment avec quelqu'un qui a le dégoût du sang. Et derrière, il y a vraisemblablement un inceste. C'est-à-dire que c'est un déplacement. Je ne peux pas me reconnaître que j'ai peur de mon père, je vais déplacer la peur vers un objet symbolique, quelque chose qui symbolise mon père, et le danger.
Et les reptiles, les serpents, les couteaux, et tout ce qui est pointu et qui fait du mal. Donc ça veut dire qu'on a tous à peu près les mêmes symboles? Ah oui, il y a des symboles universels. Universel. Voilà. Alors les symboles, alors on fait une petite parenthèse, gardez votre question parce que moi j'oublierai après, Ouais. mais les symboles, on est un peu comme des poupées gigognes, comme les poupées russes. On a nos propres symboles qui sont pris dans les symboles de notre famille, qui sont pris dans les symboles de notre village, de notre région, voilà, tous les symboles géographiques. Et dedans, il y a aussi les poupées de la culture, de la religion, et tous ces trucs-là. Donc, le mental va aller chercher les symboles dans ces poupées russes. Mais on va retomber sur des symboles toujours, le plus souvent, véhiculés par l'inconscient collectif, c'est-à-dire qui sont partagés par tout le monde. Donc, je reviens, on parlait du gouffre. Il m'est impossible de regarder un mensonge en face. Je ne peux pas envisager de regarder dans le gouffre. Et en fait, notre mental est là pour nous protéger, pour nous empêcher de regarder dans le gouffre. C'est ça qui fait que les personnes ne veulent pas être aidées. C'est ça qui fait que les personnes tournent le dos à leurs souffrances. Je ne veux pas regarder mes souffrances parce que si je regarde mes souffrances en face, je vais tomber dans le gouffre. En fait, je suis protégé, je suis défendu. Les psys parlent de défense psychique. Et la grande peur, c'est de tomber dans le gouffre. Enfin, c'est que le patient tombe dans le gouffre. Et si ça arrive, il va y avoir ce qu'on appelle une décompensation, crise de folie, si vous voulez. Et ça, donc les psys, eux, c'est très simple, ils disent, c'est les résistances, les propres résistances des personnes qui vont réguler. Quand la personne aura envie d'y accéder, elle y accédera. Ça veut dire que si vous allez voir votre psychanalyste et qu'on est en pur psychanalyste, c'est-à-dire la personne allongée, le psy, ils disent rien. Moi, j'ai rencontré des psychanalystes qui se targuaient en 15 ans de cure analytique de n'avoir dit aucun mot, pas un mot. Bravo. Donc, vous arrivez et vous voulez pendant 5 ans raconter votre progression dans la réalisation de la recette de la tarte aux fraises, votre psy vous laissera faire, quoi. Quand vous êtes en festen, si vous commencez ça, l'accompagnant il va dire stop, là, vous arrêtez. Alors qu'est-ce qui fait qu'en festen, il n'y a pas justement ce phénomène de décompensation? Parce que la personne, elle est accompagnée dans l'explication dès le départ. C'est-à-dire qu'elle comprend dans quoi ça vient se jouer. Elle a la compréhension et encore une fois, il y a aussi la présence bienveillante de l'accompagnant qui est là. Et il y a ce fameux transfert dont parlent les psys, qui va opérer immédiatement et qui fait que la personne sait qu'elle est protégée par son accompagnant. Alors qu'un psy ne va pas forcément accompagner de cette manière-là, ne va pas forcément expliquer, ni être bienveillant. Non, jamais. C'est-à-dire que jamais un psy ne va expliquer son modèle, c'est-à-dire comment je comprends. D'ailleurs, le psychanalyste, il serait bien embêté d'expliquer le modèle parce que il est très compliqué le modèle psychanalytique. Il est performant, mais il est très compliqué à manipuler. Alors que moi, le modèle que j'ai inventé, il est très simple. Un enfant de 8 ans peut comprendre mon modèle. Maman égale amour, papa égale sécurité. Tu les as pas, tu crées un mensonge pour t'accuser. À chaque fois, tu crées une peur. C'est tout. Ça, un enfant le comprend. La personne va le comprendre et tout de suite, ça lui fait clac, 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 clac. Donc, comme elle a le modèle, elle est elle-même aux commandes de sa cure, dirait un psy. Sauf que nous, c'est pas une cure. C'est un travail. Et on dit directement à la personne, vous venez pas ici pour discuter, vous allez venir ici pour travailler, et ça va bosser. Et effectivement, quand on ressort de 2 heures d'entretien, qu'on a construit les chapitres, les personnes, elles ressortent, elles l'ont senti passer au niveau énergétique. C'est quel type de personnes qui peuvent faire un festen? Est-ce que ça s'adresse aux enfants, aux adolescents, aux adultes? Il n'y a pas de limite pour ça. Ouais. Simplement, ça va se modifier parce qu'on n'est pas au même stade de développement. Mais j'ai même fait des festen avec des tout petits enfants avec leurs parents. C'est-à-dire qu'il y avait juste une réorganisation avec le parent de ce que le bébé avait subi. Et c'est les parents qui faisaient le travail en fait pour le bébé. On pourrait dire, je ne voudrais pas me comparer, mais un peu ce que faisait Dolto. Dolto elle faisait ça de façon magique, c'est une vraie magicienne de ça. Donc on peut le faire même sur des tout petits. Et après, voilà. Si on le fait au moment de l'adolescence, ça va être un festen très particulier parce que l'adolescence est une période particulière, donc ça devrait être traité de façon particulière.
puis après, il n'y a pas de limite. La personne la plus âgée qui a fait un Festen l'a fait à 73 ans. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard et elle en est ravie, quoi. Sa vie a changé. Elle avait 40 ans de thérapie derrière elle. 40 ans. 40 ans. Et c'était toujours là. Et en un Festen, tac. Et qu'est-ce que c'est comme type de changement que vous voyez dans les gens qui viennent vous voir? La première chose, c'est une libération physique. Souvent, on le voit physiquement. La personne change de visage. Et il est même arrivé que des clients me disent qu'on ne les avait pas reconnus. Vraiment. Et il y a une distanciation aussi. Un apaisement. C'est-à-dire que la personne va dire, avant on me faisait telle réflexion, ça me mettait en rage, je ne pouvais pas me maîtriser. Là, la personne m'a dit le truc, ça ne m'a rien fait du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de réactivité. Et on va l'avoir aussi dans des affirmations. Une de mes clientes avait pour habitude, si je puis dire, de se faire bousculer et de demander pardon quand on la bousculait. Elle fait son Festen, le lendemain du Festen, elle prend le métro, elle se fait bousculer par un homme, et là elle se retourne et vous pourriez demander pardon au moins. Et là elle s'est vue faire, elle fait waouh. Ah ouais. Ouais. Comme ça. Comme ça, juste comme ça. Et donc c'est vraiment radical. Enfin. Oui. C'est assez impressionnant. Ouais. Vraiment. Ça dure combien de temps en moyenne? La cérémonie La cérémonie, le Festen en général, la thérapie. Dans la première partie, on va travailler sur une séance par semaine. Il y a vraiment la nécessité, comme on dit en coaching, de garder l'élastique tendu. Il y a une tension active. La deuxième partie, eh bien, ça dépend de la vitesse à laquelle la personne va avancer. Si elle doit apprendre à nager, elle va peut-être dire là, laissez-moi 15 jours, 3 semaines. Une semaine, c'est peut-être un peu court pour moi. Donc, on avance au rythme de la personne. L'accompagnant est toujours vigilant pour garder l'élastique tendu. Toujours. Mais donc, en gros, ça dure quelques mois, quoi, c'est pas... Oui, c'est les personnes qui vont vite en deuxième partie peuvent avoir fait les 12 séances en 4-5 mois. Voilà. La moyenne, c'est 6 mois. En 6 mois, c'est fait. Et il y a des témoignages sur Internet de gens qui ont fait le Festen, et c'est assez impressionnant, qui ont fait des années de psychothérapie, de tout un tas de thérapies, et ça, quelques mois, est terminé. Ouais. C'est assez remarquable. C'est vraiment régulier. Des gens qui viennent, qui disent « Vous êtes mon dernier recours. J'ai fait 15 ans, 20 ans, 30 ans. » de thérapie, d'accompagnement, de gestalt, de psychothérapie, de PNL, et c'est toujours là, quoi. Et Festen, et en plus le Festen, il est en 1 mois et demi. En 6 semaines, 6 entretiens, 6 semaines, boum, c'est fait. Impressionnant. Ouais. Moi-même, je suis impressionné à chaque fois, vraiment à chaque fois. Alors, vous venez de publier un nouveau livre qui s'appelle Plus de peur que de mal. Qui est d'ailleurs préfacé par Frédéric Lenoir, aux éditions Point. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Alors, c'est le modèle détaillé, beaucoup plus détaillé. C'est la compréhension du modèle beaucoup plus profonde. Dans mon livre Festen mode d'emploi, on est vraiment centré sur la libération, sur la cérémonie, la création de la cérémonie. Mais il n'explique pas complètement le modèle qui a permis de construire cette cérémonie. Le Plus de peur que de mal est conçu pour expliquer le modèle et je l'ai écrit pour, très modestement, l'offrir au monde. C'est-à-dire que moi j'ai créé Festen avec ce modèle-là. Je crois qu'il est possible de créer d'autres choses. On peut imaginer qu'une fois qu'on a compris le fonctionnement de l'être humain avec cet angle-là, avec cette vision-là, on va pouvoir décliner les aides différemment. Par exemple, on peut imaginer de l'hypnose qui soit de l'hypnose Festen. On peut imaginer des constellations familiales qui soient des constellations familiales Festen. On peut imaginer de la PNL Festen. On peut tout imaginer. Et c'est pour ça que je l'ai écrit. Voilà, pour vraiment faire rayonner sur le monde un nouveau modèle de compréhension de l'être humain. Alors, si on veut se faire accompagner, donc vous n'accompagnez plus puisque maintenant vous écrivez des livres et diffusez le message,
Mais donc il y a les accompagnants, donc on peut les retrouver sur votre site qui est actuellement donc www.andrécharbonnier.com et dans quelques temps il y aura votre nouveau site, vous pouvez nous rappeler le... Festeninstitute.com. Parfait. Attaché. Et il y a aussi une possibilité, c'est si des personnes ont déjà un trajet assez important dans le développement personnel, qui ont fait des thérapies, il y a la possibilité de créer soi-même son Festen. Avec Festen mode d'emploi, des gens qui se connaissent déjà bien peuvent vraiment, j'ai des témoignages de personnes qui ont fait eux-mêmes leur propre cérémonie, qui ont construit, qui ont obtenu des résultats vraiment très intéressants. Et après, il y a une possibilité de s'abonner pour recevoir des messages chaque matin. Il y a sur mon site la possibilité de s'inscrire et on va recevoir tous les jours un message qui va faire travailler, qui va faire pratiquer. Et comme ça, aussi longtemps qu'on veut. Et c'est très concret. C'est-à-dire que, j'insiste vraiment là-dessus parce que le Festen en soi, tout seul, ne sert à rien. Un animal qui est dans une cage, vous ouvrez la porte de la cage, ça lui fait une belle jambe. Et il va falloir qu'il sorte de la cage. Ces messages du matin servent à sortir de la cage, servent à prendre la dimension de tout ce qu'il y a à accomplir, tout ce qu'il y a à pratiquer au quotidien. En vrai, c'est un vrai travail quotidien. Être libre, c'est en permanence. En permanence, être conscient de ses actes, être conscient de ses pensées, être conscient des enjeux qu'il y a dans la communication. C'est être conscient du fait que je suis en train de vouloir qu'on me donne quelque chose. Je suis en train de mendier. Si j'en suis pas conscient, je vais continuer de mendier, etc. Voilà, les messages du matin servent à ça. Et si des personnes ont envie elles-mêmes de devenir accompagnantes Festen, donc c'est possible? Oui, c'est possible, après avoir fait leur Festen. Laisser un petit moment derrière aussi, pour que ça mature et justement qu'elles puissent vivre sans avoir l'accompagnant à leur côté. Parce que ça change aussi quand on a toujours son accompagnant qui est là et quand on a arrêté, c'est différent. Donc vraiment de vivre avec ça. Et puis après, il suffit de faire une demande sur le site. Et donc sur votre site, il y a tous les accompagnants avec une petite biographie qu'ils ont eux-mêmes écrit, j'ai l'impression. Oui. Quels critères on doit prendre en compte pour choisir son accompagnant en dehors des critères géographiques? Écouter son cœur. Il y a une alchimie et bien souvent, ce qui va faire la décision, la personne n'en aura pas conscience. Et il arrive parfois que ça soit révélé dans l'entretien zéro, où la personne dit « Ah, je comprends pourquoi je vous ai choisi ». Les gens ne se choisissent pas par hasard. Non, jamais. Très bien. Merci beaucoup. On peut retrouver donc toutes ces informations sur votre site andrécharbonnier.com. Et puis merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.